Il est 18h. La montagne aujourd'hui pour cette 7e étape du Tour de France et une arrivée complètement folle. Un vainqueur, Pogačar, implacable, qui dompte la super planche des belles filles. Le Japon sous le choc après l'annonce de la mort de Shinzo Abe. Un homme lui a tiré dessus 2 fois en pleine rue. Vous entendrez dans ce journal les réactions des Japonais bouleversés. Au lendemain de sa démission, Boris Johnson, poussé vers la sortie, estime avoir réalisé un Brexit parfait. Dans ce journal, nous verrons que ce dernier est loin d'être terminé et loin d'être parfait. L'UZ Bruxelles ferme son service d'oncologie pédiatrique par manque de médecins et même si la direction parle d'une décision temporaire, une quinzaine d'enfants malades doit être déplacée. Reportage dans ce journal. Bonsoir à toutes et tous. Déjà vainqueur hier, le maillot jaune Tadej Pogačar s'est à nouveau imposé aujourd'hui à l'occasion de la 7e étape du Tour de France. En haut de la super planche des belles filles dans le massif vosgien, une course qui s'est jouée dans les derniers mètres de cette première arrivée au sommet de cette édition du Tour. Samuel Grulois. Oh, ce n'était sans doute pas une étape de folie, mais on a assisté à un final de folie, vraiment, avec toute la déception de l'Allemand Kamna, qui a cru s'imposer dans cette étape au sommet des pentes indigestes de la super planche des belles filles dans un final typique du gravel. Pas de goudron, mais des graviers, de la poussière, du poussier pour l'Allemand Kamna qui a vu déborder sur sa droite. Vingegaard d'abord, Pogačar ensuite, il termine 4e l'Allemand et il a regardé, il a assisté en première ligne au succès d'étape, le 2e consécutif de Tadej Pogačar, juste devant Vingegaard et l'équipier de Vingegaard, Roglic à la Jumbo Visma. Pogačar remporte l'étape de la planche des belles filles 2 ans après s'être imposé ici dans le contre-la-montre qu'il avait propulsé au devant de la scène. Il conforte son maillot jaune désormais au classement général. Il compte 35 secondes d'avance sur son dauphin Vingegaard, 1:10 sur Geraint Thomas. Les grands perdants du jour sont Vlasov et O'Connor. Merci Samuel et on vous retrouvera évidemment demain, 8e étape qui verra les coureurs parcourir 186,3 km entre Dole et Lausanne en Suisse sur un parcours accidenté côté belge. Wout van Aert est toujours en vert. L'actualité marquée ce vendredi par la mort de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe. Shinzo Abe avait 67 ans et ce matin il a été la cible d'une attaque. Un homme a tiré à 2 reprises dans sa direction. Il a été touché à la nuque et à la poitrine. Il est mort quelques heures après son transfert à l'hôpital. Il était devenu Premier ministre une première fois en 2006 et puis de 2012 à 2020. Il y a 2 ans, alors qu'il était devenu impopulaire pour sa gestion de la pandémie, il avait démissionné évoquant des soucis de santé. Même si l'homme politique divisait, c'est tout un pays qui est sous le choc. Il y a beaucoup de crimes commis avec des armes à feu à l'étranger, mais je n'aurais jamais imaginé que cela se produirait au Japon et qu'un ancien Premier ministre mourrait de cette façon dans un crime avec une arme à feu. Je n'avais pas une impression négative de lui et je me demandais s'il méritait autant de rancune. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui le critiquent. On n'est pas aux États-Unis ici, donc je suis sous le choc. Et il ne faisait que prononcer un discours pour l'élection de la Chambre haute. Et les réactions, évidemment, ont afflué rapidement du monde entier. En Belgique, le Premier ministre Alexander De Croo s'est dit profondément choqué. L'actualité, toujours à l'étranger. Quel héritage laisse Boris Johnson au Royaume-Uni ? Hier, lorsqu'il a annoncé sa démission, le Premier ministre britannique a énuméré une série de réussites. En haut de la liste, il a placé le Brexit, qui est devenu une réalité début 2021. Sandro Calderon, vous vous êtes demandé si la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne était vraiment un succès. Eh bien, la question a été posée récemment aux Britanniques. 55% des sondés jugent que le Brexit est une erreur. Seuls 33% pensent le contraire. Boris Johnson, lui, vante sans cesse son Brexit, qui redonne au Royaume-Uni toute son indépendance économique et commerciale en particulier. Alors, est-ce qu'il apporte des preuves de cette réussite ? Bien non, et c'est là que le bas blesse. À ce jour, le gouvernement britannique n'a lancé aucune étude sur l'impact économique du Brexit. Mais d'autres l'ont fait pour lui, et les résultats ne sont pas brillants. Quasi tous les indicateurs économiques sont dans le rouge. Forte inflation, chute des échanges commerciaux, recul des investissements, déficit historique. L'année prochaine, c'est tout simple, l'économie britannique devrait être la moins performante des pays du G20, à l'exception de la Russie. Et à ça, que répond le gouvernement britannique ? Il botte en touche, raison invoquée. Il serait impossible de dissocier les conséquences du Brexit et de la pandémie de Covid-19, ce qui a été vrai tout un temps, mais aujourd'hui, des économistes venus d'horizons divers commencent à dissocier l'effet des
deux événements. Je prends un exemple. Le Brexit aurait réduit de 4% la productivité du Royaume-Uni. Cette estimation a été produite par l'Office for Budget Responsibility, l'organisme britannique de prévention économique qui conseille le gouvernement. Mais une étude réalisée par un centre de recherche indépendant appelé Center for European Reform est arrivée à un chiffre assez similaire. Autre exemple, l'inflation dépasse les 9% actuellement au Royaume-Uni, du jamais vu depuis les années 50. Alors le Brexit n'en est pas la cause. Comme l'Europe, le Royaume-Uni fait face actuellement à une hausse des prix de l'énergie à cause de la guerre en Ukraine. Mais selon des analystes de la banque Citigroup, l'inflation a été renforcée outre-Manche par les pénuries de main-d'œuvre et les problèmes d'approvisionnement liés au Brexit. Sandro, les économistes ne partagent donc pas l'enthousiasme de Boris Johnson. En tout cas, beaucoup en doutent. Mais ce n'est pas tout, Sophie. Boris Johnson voulait quitter l'Union européenne pour pouvoir signer de juteux accords commerciaux avec le reste du monde. Et jusqu'ici, le résultat est très limité. Notamment, les négociations avec les États-Unis patinent. Et là encore, c'est à cause du Brexit. C'est-à-dire ? Eh bien, le président américain Joe Biden, qui a des origines irlandaises, voit d'un mauvais œil la volonté des Britanniques de modifier unilatéralement le volet nord-irlandais de l'accord sur le Brexit, car ça menacerait la paix sur l'île. Et la question irrite sérieusement aussi les Européens, qui ont déjà averti. Le non-respect de l'accord sur le Brexit pourrait aboutir à une guerre commerciale contre le Royaume-Uni. Alors voilà, si le Brexit est une réussite économique, c'est une réussite qui se fait attendre. Merci Sandro Calderon. Et cette question, qui pour remplacer justement Boris Johnson et quand les grandes manœuvres ont commencé? Sa décision de rester au pouvoir et d'assurer un intérim potentiellement jusqu'à l'automne fait grincer des dents. Boris Johnson est un menteur avéré, noyé dans la corruption. Nous ne pouvons pas encore passer 2 mois comme ça, a réagi la chef adjointe de l'opposition travailliste. Chez nous, c'est un très mauvais coup du sort pour les enfants qui y sont hospitalisés ainsi que leurs familles. L'hôpital universitaire UZ Bruxelles, qui est situé à Jette, en région bruxelloise, ferme les lits de son service oncologie pédiatrique, c'est-à-dire le service où sont soignés les enfants qui souffrent d'un cancer. Certains évoquent des problèmes de dysfonctionnement au sein du service. L'hôpital admet tout au plus des difficultés momentanées à recruter des oncologues pour enfants. Reportage Barbara Boulet. Cette maman vient juste d'apprendre la nouvelle. Son fils, atteint de leucémie, n'aura pas sa prochaine séance de chimio à l'UZ. Mercredi, on a été à l'hôpital pour faire son contrôle sanguin habituel. Et là, on nous a appris en fait à la fin du rendez-vous qu'on devrait, pour le prochain rendez-vous, trouver un autre hôpital. C'est dans 2 semaines et on sait encore à l'heure actuelle pas où est-ce qu'on va faire les restes de traitement pour notre fils. 15 enfants actuellement soignés à l'UZ doivent ainsi être transférés vers d'autres hôpitaux. L'hôpital explique ne plus pouvoir prendre en charge ces petits patients, mais c'est temporaire, insiste-t-il, la porte-parole Caroline Depré. Pour différentes raisons, entre autres pénurie personnelle pour des vacances, maladies, changement personnel, on est dans un manque de personnel. Il y a 2 ans, l'hôpital avait déjà été confronté à des problèmes de manque de personnel. Il avait alors décidé d'interrompre les nouvelles admissions à la fondation Kick Cancer qui finance la recherche des cancers pour enfants. La fondatrice Delphine Hennen pense que le service est trop étroit pour fonctionner de manière optimale. Les trop petits centres, c'est un problème en oncologie pédiatrique, non pas parce que les médecins ne sont pas compétents, mais parce qu'ils n'ont pas la chance d'acquérir l'expérience qui est nécessaire. Quoi qu'il en soit, pour les familles concernées, changer de service en cours de traitement, c'est un sacré coup dur. J'ai l'impression qu'on nous laisse tomber en fait. À mi-chemin, on nous dit, bon voilà, vous devez trouver une autre solution, faire de nouveau confiance à un autre hôpital avec des autres médecins qui suivent les mêmes protocoles. En bref, le 12 septembre, la Flandre démarrera sa nouvelle campagne de vaccination contre le coronavirus et sa capacité maximale sera fortement augmentée, environ 800 000 piqûres par semaine. Cette nouvelle vaccination de rappel qui sera disponible en septembre vise en priorité à travers le pays les personnes les plus à risque, c'est-à-dire les plus de 65 ans, les immunodéprimés, les personnes vivant en maison de repos et les travailleurs du secteur des soins. Cette question aussi dans l'actualité, que faire des détenus trop nombreux à la prison de Saint-Gilles? L'administration pénitentiaire a sollicité 6 prisons wallonnes pour accueillir ces prisonniers. Mais problème, toutes les prisons sont déjà surpeuplées. Alors quelle solution? Le problème est sur la table, Florence Dussart, et c'est loin d'être gagné. Ah, c'est clair, 921 détenus à Saint-Gilles, c'est 80 de plus que la capacité de la prison. Le bourgmestre, par arrêté communal, a fixé des limites à ne pas franchir et donc il y a 11 détenus de trop. Alors, où les mettre? L'administration pénitentiaire a proposé Nivelles, Tournai, Saint-Hubert, Ytre ou encore Lantin ou Andenne. Mais toutes ces prisons sont déjà surpeuplées. Ce n'est pas une solution pour Samuel Vincent,
de la CSC. C'est une très mauvaise idée. On ne fait que déplacer le problème. On va créer une situation problématique en province en rajoutant des détenus dans des établissements pénitentiaires qui sont déjà en surpopulation. Alors que va-t-il se passer ? Eh bien, on ne le sait pas. En tout cas, dans les prisons, c'est intenable. Mais donc c'est une promiscuité. Une cellule, c'est quelques mètres carrés, conçue au départ pour une personne. Si vous y ajoutez une deuxième, voire une troisième personne, ça crée un stress totalement inutile pour des personnes qui sont, dans la plupart des cas, 23 heures sur 24 en cellule. La CGSP, le syndicat socialiste, de son côté, a déjà prévenu, il faudra s'organiser entre les différentes prisons concernées. Sinon, ce sera le préavis. L'été promet décidément d'être chaud, en particulier derrière les barreaux. Et c'est en tout cas la Wallonie qui devra prendre ses détenus supplémentaires puisque le problème de surpopulation est encore plus important en Flandre. Un reportage signé Florence Dussart avec Sofia Kotsoglou. Un week-end de départ en vacances et en raison du beau temps, une forte affluence de voyageurs est attendue dans les trains à destination de la côte. Par conséquent, il est possible que vous deviez patienter longuement en gare avant de pouvoir monter dans un train avec des places disponibles. La SNCB conseille donc de vérifier l'occupation de ces trains via son application. La SNCB qui promeut la mobilité douce, qui fait de plus en plus payer les parkings aux abords des gares. Une politique qui est contestée par l'association navetteur.be, mais que la SNCB dit vouloir maintenir en fait, ce paiement des parkings pour, dit-elle, dissuader les non-voyageurs d'utiliser ces parkings et pour promouvoir les moyens de transport comme le bus ou le vélo. Les explications de Thierry Van Gulik. Voyager en train, ça coûte, et plus encore avec la multiplication des parkings SNCB payants. Guéry Ball, porte-parole de l'association navetteur.be, en fait personnellement l'expérience. Silic est un point perdu au milieu de nulle part. Pourquoi est-ce qu'on fait payer les gens à cet endroit-là ? Il y a quelque chose qui me semble tout à fait illogique. Une politique que la SNCB justifie par la saturation grandissante de ces parkings, due en partie au trop grand nombre de non-voyageurs dans les emplacements gratuits. Marianne Yerno, porte-parole de la SNCB. L'accès est encore parfois gratuit dans certains parkings où nous ne rencontrons pas ce problème de saturation. Lorsqu'un parking devient payant, on a constaté que davantage de voyageurs viennent à la gare à vélo ou en bus. Et les recettes servent à financer l'entretien, la sécurisation et de nouveaux services comme les parkings pour vélos. Et les derniers parkings gratuits ne le resteront sans doute pas longtemps, comme à la Louvière par exemple. Pour le plateau de la gare de la Louvière Sud, alors le parking sera payant à terme pour vraiment permettre aux voyageurs de leur garantir une place de parking. Navetteur.be reste convaincu que les abonnés devraient bénéficier de la gratuité, voire d'un tarif préférentiel pour vraiment favoriser le train et ne pas punir les voyageurs. En bref, Michel Platini-Sepp Blatter a quitté en Suisse. L'ex-patron des associations européennes de football et l'ancien président de la FIFA a été jugé pour escroquerie pour le paiement présumé déloyal de 1 800 000 € en faveur de Platini au détriment de la FIFA. Il aura fallu 6 ans d'enquête et 2 semaines de procès. En tennis, fin de parcours pour Joachim Gerhard à Wimbledon. Le Brabançon, 6e mondial et tenant du titre à Londres, a en effet été éliminé aujourd'hui en demi-finale du tournoi en chasse du Grand Chelem. Et puis, c'est la dernière demi-finale de Wimbledon entre Novak Djokovic et Cameron Norrie. Ça se joue maintenant. Pour le moment, c'est Novak Djokovic qui mène 2-7-1. Le vainqueur affrontera l'Australien Nick Kyrgios. Voilà pour ces informations. Je vous souhaite une excellente soirée à notre écoute. Soirée qui continue avec vous, Marie Van Kutsem et Déclic. Exactement. Merci beaucoup, Sophie. Le prochain journal, c'est évidemment à 19h. Guillaume Kermans, bonsoir. Bonsoir. Comment ça se passe sur les routes ? Eh bien, on surveille justement vos départs en vacances. Pour l'instant, rien à signaler au niveau des frontières avec Arlon et l'autoroute 25. Ça circule plutôt bien direction le Luxembourg. Par contre, au niveau d'Anzy, il y a toujours ce bouchon en formation entre Anzy et Vic. On a quand même 25 à 30 minutes pour traverser jusqu'en France. Donc, patience si vous arrivez dans ce secteur. Il y a quelques points rouges à relever pour l'instant. Sur le 40 à Herve, il y a eu un accident. On a 4 km de ralentissement. Ceci dit, ça passe encore bien. Il y a 12 minutes pour traverser donc depuis la sortie numéro 37 pour Herve jusqu'à la bifurcation 40-42 à Bâtisse. Et puis sur le ring de Bruxelles, il y a quand même des zones de ralentissement. Grunendal, 10-15 minutes pour traverser les voies rétrécies. Et puis aussi au niveau du ring nord, entre Grimbergen et Wemmel. Là, on a carrément 20 minutes. Ça circule très lentement. Bonne nouvelle sur le 40 Grand Bigard, c'est dégagé. Donc ça circule beaucoup mieux. Circulation fluide maintenant en direction la mer. Par contre, dans l'autre sens, à Fligem Ternat, apparemment, il y aurait eu un accrochage juste avant Ternat et donc un bouchon est en train de se former. On a 4 km de ralentissement vers Bruxelles.
votre voiture a pris des vacances. Sur la route des vacances, Etias est là pour vous. Rendez-vous samedi à Gouvy, en Haute-Ardenne, là où naît l'Ourthe orientale, pour une escapade grand-ducale vers la commune de Trois-Vierges. Sur mon tandem, la comédienne Déborah François vous fera vivre en direct ce pèlerinage sur l'ancienne ligne 163. Venez bruncher avec nous, nous vous attendons dès 9h30 et nous terminerons la journée avec concert et barbecue. Plus d'infos sur rtbf.be/lebeauvélo. PNV Assurance. Allons de l'avant. Du vendredi 8 au lundi 11 juillet, une promo spéciale vous attend chez Brico et chez Bricoplanète. Toutes les peintures sont à moins 30%. Avec la carte de fidélité. Oui, c'est dans tous les magasins Brico, Bricoplanète, Brico City et sur brico.be. Conditions en magasin. Ce sont les soldes chez Pearl. Moins 50 et moins 70% sur toutes les montures, même de grandes marques. Passez en magasin ou prenez rendez-vous sur pearl.be. Ne plus jamais souffrir du calcaire avec Minimax. Découvrez le taux de calcaire de votre commune sur minimax.be. Minimax. La première présente En lutte, histoire d'émancipation. Une exposition permanente à la Cité Miroir à Liège. Guidée par les images, le son, la voix et les lumières, plongez au cœur des combats pour une société plus juste et plus solidaire. Un voyage dans le temps proposé par le CAL, province de Liège. Plus d'infos, citémiroir.be, avec le soutien du journal Le Soir. La première présente. Félicien Rops et d'autres artistes du 19e siècle ont dessiné la vie nomade des gens du cirque. Les artistes contemporains s'en inspirent eux aussi et posent la question « Vivons-nous dans un cirque ?» Découvrez les expositions The Circus We Are au musée Félicien Rops et au Delta jusqu'au 25 septembre, avec la province de Namur et la Fédération Wallonie-Bruxelles. La première présente, le Royal Festival de Spa. 12 jours explosifs au cœur de la ville. Théâtre, musique, cirque, magie, stand-up. Alors, envie d'une royale échappée? En famille, entre amis, on vous attend. Du 10 au 21 août. Info et tickets, royalfestival.be. Avec Le Soir et Védia. XXL, 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 Wow. XXL. C'est l'alarme promo XXL de Lidl. Encore plus irritant, mais aussi plus intéressant. Cette semaine, 33% de réduction sur les tomates en grappe, soit seulement 99 cents le kilo. XXL. Lidl, pour tous ceux qui comptent. Déclic. Marie Van Kutsem. Il est 18h17, merci d'avoir choisi la première pour vous informer. Déclic vous ouvre ses portes et vous accueille jusqu'à 19h pour parcourir l'actualité de ce vendredi 8 juillet. Voici le programme. L'hôpital universitaire UZ Bruxelles à Jette ferme les lits de son service oncologie pédiatrique. On manque de pédiatres spécialisés. On va se demander ce soir s'il y a une pénurie de spécialistes, s'il en manque en général ou plutôt s'il en manque au sein des hôpitaux. Ce sera avec notre invité dans quelques instants. Un gros morceau climat dans cette émission également. Glaciers qui s'effondrent en Italie, inondations en Autriche, des plaines à sèche, à perte de vue au Portugal, en Espagne. Et puis, cette nouvelle vague de chaleur qu'on nous annonce pour la semaine prochaine. On va s'interroger sur ce qui nous attend cet été et sur ce qu'on appelle les phénomènes climatiques extrêmes avec 2 climatologues. Ce sera vers 18h30. Enfin, fenêtre sur autre chose en fin d'heure avec une personnalité qui vient nous parler d'un livre inspirant pour l'été. Et en cette première semaine de vacances scolaires, c'est Caroline Désir, la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui sera des nôtres. 18h18, Déclic, c'est parti. Déclic sur la première. Et pour commencer, voici une chanson pile dans l'été, du summer, du love. Voici Summer Love d'Alex Lucas. You and I lived a fairy tale for just a day. Beautiful memories made stuck on replay. Just like the movies we kissed under the rain. And then you left without saying your name. I still wake up sometimes in the middle. Was it all a dream or was it for real? Do you remember how you said we'd meet again someday? Take me back to my summer love, where we could do whatever we wanted, like painting pictures in the clouds up high, free living in the moment, just you and I against the world. So take me back to my summer love. I've got a picture on my phone of us in bed,
lipstick faded red. The thought of leaving, we fell in love instead. Trying to remember, trying not to forget. I still wake up sometimes in the middle. Was it all a dream or was it for real? Do you remember how you said we'd meet again someday? Take me back to my summer love, where we could do whatever we wanted, like painting pictures in the clouds up high, free living in the moment, just you and I against the world. So take me back to my summer love. So take me back to you. So take me back to you. So take me back to you. So take me back to Il vient de Rixensart dans le Brabant wallon, il s'appelle Alex Lucas. La première vous fait découvrir les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'était donc Alex Lucas avec Summer Love. On vous en parlait dans le journal de 18h. L'hôpital universitaire UZ-Brussels, situé à Jette, en région bruxelloise, ferme les lits de son service oncologie pédiatrique. En cause, selon l'hôpital, un manque de personnel, des difficultés en fait à recruter des oncologues pour les enfants. La semaine passée, on apprenait que l'hôpital AZ Ouest de Furnes, en Flandre occidentale, recherchait désespérément un pédiatre et était prêt à mettre 15 000 € sur la table pour le trouver, sans compter la question des médecins et infirmières étrangers recrutés dans nos hôpitaux. On va parler de tout cela avec notre invité. Bonsoir Gilbert Bedjiani. Bonsoir. Vous êtes le secrétaire général de l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux. Est-ce que vous êtes étonné par cette annonce de l'UZ-Bruxelles, de l'UZ-Ouest, aussi de Furnes? Est-ce que c'est difficile de recruter des spécialistes dans les hôpitaux? Oui, c'est difficile, mais je ne suis pas du tout étonné. D'ailleurs, j'apprends ces nouvelles l'une après l'autre et je me dis que ça va continuer. Ça fait des années qu'on dit qu'il faut réformer le système, sinon on va dans un mur. Et le voilà, le mur, en fait. C'est un manque de personnel, un manque de soignants, un manque de médecins. Et le risque, c'est de perdre la qualité des soins, ce que personne ne voudra, je suppose. Je lisais que les pédiatres, c'était une spécialisation moins bien rémunérée que d'autres. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'on sait pourquoi? Oui, il y a des différences de rémunération, mais le problème n'est même plus là. Dans un monde idéal, on voudrait qu'il y ait des spécialistes un petit peu dans l'ambulatoire, des médecins généralistes et beaucoup de spécialistes dans les hôpitaux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que même s'il y a une pénurie, peut-être par exemple dans certaines spécialités, typiquement en oncologie, il y a de façon très globale une fuite des médecins des hôpitaux. Et ça, c'est un problème à cause des conditions de travail. Et c'est un peu le même problème pour le personnel infirmier. Il y a beaucoup qui quittent le métier à cause des conditions de travail. Ces conditions sont dues au fait qu'on a dilué en fait le travail. Ça veut dire que tout le monde fait un peu de tout partout, et donc nous n'arrivons plus à trouver les ressources pour pouvoir financer correctement les personnes et pouvoir améliorer leur bien-être au travail. Tant qu'on n'a pas fait ces réformes, il est normal que la situation va se dégrader de plus en plus. Et je dirais, vous m'excuserez de le dire comme ça, mais ce n'est pas en amenant tout le monde des pays européens ou de l'extérieur de l'Europe qu'on va résoudre le problème. On risque surtout de perdre en qualité. Quand vous dites qu'il y a une fuite des médecins hors des hôpitaux, est-ce que ça veut dire qu'on manque de médecins ou qu'on manque de médecins à l'hôpital? On manque pour certaines spécialités de médecins, je ne vais pas dire le contraire, mais de façon beaucoup plus large, on manque de certaines spécialités dans l'hôpital. Ce sont essentiellement des spécialités qui peuvent faire leur vie à l'extérieur de l'hôpital. Ils passent dans le privé, en fait, parce que les conditions sont plus intéressantes, c'est ça? Quand vous n'opérez pas nécessairement de grandes opérations, donc quand vous pouvez vous en passer, ou que vous pouvez envoyer ça chez vos collègues, à partir du moment où vous pouvez vivre de votre activité de consultation et des actes techniques, que vous soyez ophtalmologue, ORL, dermatologue, pédiatre ou autre, eh bien, si le milieu du travail dans l'hôpital n'est plus très agréable parce qu'il n'y a que des contraintes, donc des règles, des obligations, des
des rapports de force, des conflits, voilà, finalement vous partez chez vous, parce que chez vous vous êtes libre de votre métier. Vous pouvez commencer à 9h, terminer à 17h, vous pouvez prendre une pause à midi. Il n'y a pas forcément de tour de garde aussi, des choses de ce genre. Voilà. Et donc les contraintes de l'hôpital aujourd'hui ne sont pas compensées par une certaine revalorisation du travail. Et je pense que les solutions, elles sont là, en fait. Elles sont dans la revalorisation du travail clinique et non clinique dans les hôpitaux, pour que un médecin qui a, je dirais, à tarif égal ne cherche pas à aller s'installer dans le privé. Et donc il faut, en amenant un incentive pour que les médecins reviennent vers l'hôpital, sans réduire la compétitivité de ceux qui sont dans l'extra-hospitalier, il va falloir trouver un peu de moyens pour cela. Et ces moyens, on ne les trouvera que dans une réforme qui fera que on ne fera pas tout partout. Et donc le problème de cet hôpital à Bruxelles... Oui, allez-y. Voilà. Mais c'est tout à fait cela, en fait. Si tout le monde fait de la chirurgie cardiaque dans tous les centres à Bruxelles, si tout le monde veut faire de l'oncologie pédiatrique, si on a des maternités en tous les bouts de rue où on a moins d'un accouchement par 24 heures, au final, on ne peut pas avoir toutes les infirmières et tous les médecins et toutes les compétences partout. Il y a clairement des choses qui sont plus lourdes à faire dans des hôpitaux qui sont dédiés à cela, et d'autres choses un peu moins lourdes à faire ailleurs. Et je pense qu'on retrouvera un peu de bien-être et de valorisation du travail. Donc pour vous, il faut concentrer les spécialisations dans certains hôpitaux et comme ça diversifier, on va dire, le paysage hospitalier en fonction des spécialisations. C'est une tendance mondiale, la pénurie en personnel et en médecins. Et donc la réponse à cela, elle est très simple. C'est pas fermer des lits ou faire des économies sur la santé, c'est redistribuer le travail. Et donc permettre à celui qui peut faire des choses simples de façon plus rapide et plus qualitative de le faire, et pour des choses plus rares et plus complexes, de les concentrer. Si vous ouvrez des unités de soins intensifs dans toutes les cliniques de Belgique, c'est clair que vous n'aurez pas assez d'infirmiers qui ont la spécialité et qui peuvent faire le travail. C'est ça le problème, c'est que on a tellement voulu offrir qu'aujourd'hui on arrive à la limite de cette logique, et il ne faut pas brader la qualité ni l'accessibilité, bien sûr. Donc le mot exact, c'est redistribuer le travail de façon correcte, standardiser certaines choses, et surtout améliorer la collaboration entre les hôpitaux et la première ligne. Dernière question, très rapidement, Gilbert Badjiani. Ces réflexions, ces pistes d'amélioration que vous nous présentez, est-ce qu'elles ont l'oreille du politique aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une certaine continuité d'ailleurs dans le travail qui avait été fait avant par Maggie De Blok et actuellement par le ministre Van den Broek. On parle des réseaux, on parle de cette médecine plus transmurale avec la première ligne, et on se rend bien compte qu'il faut avancer. La seule chose que les ministres expriment en général, c'est la difficulté d'avancer dans le paysage politique actuel, et le fait qu'il y a beaucoup de résistance et beaucoup de gens qui, on l'a encore entendu la semaine passée, qu'est-ce que j'y perds, qu'est-ce que j'y gagne. Mais en termes de santé publique, ça ne doit pas être ça le mot. Le mot qui compte, c'est quelle est la qualité et l'accessibilité de soins que nous offrons aux patients, à nos qui doit être au centre du débat. Donc, Gilbert Badjiani, je vous coupe ici malheureusement parce que nous arrivons au terme de notre interview, mais merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de l'APSIM, l'association belge des syndicats médicaux. Merci à vous. Déclic. Dans la suite de Déclic, la vague de chaleur annoncée la semaine prochaine et un regard sur les phénomènes climatiques extrêmes. Jusqu'ici, voilà les Rita Mitsuko. On est en 1986 et on demande Andy à la barre. Hey Andy, c'est une copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Hey, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. Andy, dis-moi oui. Andy, oh, shoot. Andy, dis-moi oui, chérie.
Rita Mitsuko sur la première, 18h31. L'invité. Nos invités, ils sont deux ce soir, deux climatologues, feux de forêt, parties de glaciers qui s'effondrent dans les Alpes italiennes, sécheresse extrême en Espagne, au Portugal, inondations, glissement de terrain en Autriche. On va analyser cet été 2022 avec eux, ce qui nous attend, ce qu'il faut comprendre en termes de réchauffement climatique. Bonsoir François Massonnet. Bonsoir. Vous êtes climatologue à l'UC Louvain, merci d'être avec nous. On revient vers vous dans quelques minutes. Nous allons, pour commencer, écouter Sébastien Doutreloup que nous avons joint cet après-midi et nous l'avons questionné sur la vague de chaleur attendue la semaine prochaine. La première. Déclic. Sébastien Doutreloup, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes climatologue à l'Université de Liège. Alors un mot pour commencer de la vague de chaleur qu'on nous annonce pour la semaine prochaine. À quoi faut-il s'attendre ? Alors pour le moment, c'est encore relativement incertain parce que la Belgique va vraiment être à la limite entre l'air chaud et l'air froid. Et donc ici, pour le moment, les modèles s'orientent plutôt vers la Belgique dans l'air chaud. Donc on risque effectivement d'avoir un coup de chaud. Mais ça reste à voir si on aura au final une canicule ou pas. Parce que la canicule, évidemment, respecte certaines règles officielles. Et donc, on va voir si on va respecter tous les critères de la canicule. Donc on pourra le dire a posteriori. Une canicule, de toute façon, ça se dit, alors sauf si on a une forte certitude, mais là pour le moment ce n'est pas le cas, mais généralement une canicule se définit a posteriori, oui, parce qu'il faut attendre un certain nombre de jours. Donc les critères en final, c'est avoir 5 jours consécutifs avec une température supérieure à 25 degrés, dont à l'intérieur de ces 5 jours minimum, évidemment, 3 jours avec une température supérieure à 30 degrés. Et c'est ça qui définit réellement une canicule. Alors, quand les prévisions sont très certaines, ben là on sait le dire à l'avance qu'on va avoir une canicule, mais pour le moment c'est pas encore sûr. Alors Sébastien Doutreloup, vous êtes en colloque à Météo France en ce moment, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a par téléphone. Parlons un peu de la France, justement. Il y a d'importants incendies dans le Gard, ils sont en passe d'être maîtrisés, mais il faut dire que la France, elle fait face à une vague de feu assez importante depuis le mois de juin. 1800 hectares brûlés dans le Var, 1250 hectares partis en fumée dans les Pyrénées-Orientales. L'été, il est loin d'être terminé, ça risque de se reproduire encore chez nos voisins. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait déjà quelques années maintenant où tous les étés, on a justement des feux de forêt un peu partout sur le bassin méditerranéen et même ailleurs dans le monde d'ailleurs. Mais justement, sur ce bassin méditerranéen, il est en train de réellement souffrir pour le moment parce que les extrêmes, un peu de température, des extrêmes de précipitation, des extrêmes de pas de précipitation aussi, donc de sécheresse de jours sans précipitation. Tout ça est en train d'augmenter très fortement sur ces dernières années. Et donc ici, on rentre dans une période estivale où, comme les années précédentes, on a justement ces périodes de forte sécheresse et donc de feux qui s'activent un peu partout. Comment explique-t-on que le bassin méditerranéen soit particulièrement concerné par ces phénomènes extrêmes ? Parce que, en fait, le bassin méditerranéen est déjà, par nature, assez sensible. C'est-à-dire que le climat méditerranéen, en fait, c'est d'avoir de la douceur toute l'année, avec pas mal de précipitations en hiver, mais par contre avec un déficit de précipitations en été. Et ce qui se passe, c'est que le réchauffement climatique, et je vais même vous dire que peu importe même le scénario de réchauffement sur lequel on va se trouver, donc même si on se réchauffe très peu ou beaucoup, eh bien le climat méditerranéen va souffrir de ça, parce que ces extrêmes, donc c'est-à-dire de peu de précipitations durant l'été, vont s'aggraver. Et en plus, il fera plus chaud. Donc, il fait plus chaud, il n'y a pas de précipitation, la végétation va souffrir parce qu'elle va avoir un besoin en eau, et si elle souffre, elle va sécher, et si elle sèche, forcément, il y aura des feux qui vont se déclarer, quoi. Donc, c'est à chaque fois, c'est un peu comme des poupées russes, vous voyez, si on change un paramètre, eh bien, on découvre une autre poupée, et il y a quelque chose qui va se produire comme ça en chaîne. Donc à chaque fois qu'on découvre une poupée, il y a des conséquences qui vont se produire derrière. Alors une poupée supplémentaire, peut-être, vous allez nous le dire, ce serait l'anticyclone des Açores. Je lisais qu'il pourrait se transformer sous l'effet du changement climatique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça implique ? Et est-ce que c'est juste d'abord ? Alors c'est partiellement juste. En fait, ce qu'il y a, c'est que l'anticyclone des Açores, c'est un peu une partie du puzzle. Le changement climatique, le réchauffement climatique, en fait, provoque un changement de circulation atmosphérique. Donc, c'est-à-dire que les masses d'air ne vont plus se déplacer comme avant. Et ça, on le voit déjà en Belgique, où pendant l'été,
on a plutôt des flux de sud vers le nord ou de nord vers le sud, alors qu'il y a 10 ans, on avait plutôt des vents d'ouest. Et alors ces vents qui viennent du sud nous apportent des canicules à répétition, et on en a à répétition depuis 2015. Et alors le vent de nord est arrivé l'année passée en été et nous a apporté les inondations qu'on a eues sur toute la vallée de la Vesdre. Donc c'est réellement le réchauffement climatique qui change cette circulation atmosphérique générale. Et en ça, du coup, l'anticyclone des Açores, lui aussi, bouge, parce qu'il fait partie de cet ensemble-là. C'est pour ça que je parle de puzzle. Comme il fait partie de cet ensemble-là, eh bien, il va bouger. Et en l'occurrence, ici, il va bouger, il va couvrir peut-être un peu plus, justement, ce bassin méditerranéen, ce qui va mener d'autant plus à une sécheresse sur le bassin méditerranéen, une hausse des températures. Et de nouveau, on parle de ces poupées russes, où on découvre à chaque fois toute une série de problèmes en chaîne, comme ça. Mmh. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Doutreloup d'avoir exploré ce puzzle climatique ou ces poupées russes climatiques avec nous ce soir. Je rappelle que vous êtes climatologue à l'Université de Liège. Merci beaucoup. La première. Déclic. Et on prolonge la réflexion avec vous, François Massonnet. Je rappelle que vous êtes donc climatologue à l'UC Louvain. On a parlé avec Sébastien Doutreloup de la probable vague de chaleur qui nous attend la semaine prochaine, de ce bassin méditerranéen très sensible au réchauffement climatique. Il évoquait cet effet poupée russe au sujet de tous ces phénomènes qui s'impactent les uns les autres. C'est comme ça que vous définiriez les choses, vous aussi ? Oui, c'est une manière de voir les choses dans le sens où on découvre parfois des phénomènes qu'on n'avait même pas imaginés ou même pas anticipés. L'exemple qui, moi, me reste vraiment en tête parce que ça a été très marquant, c'est cette petite ville au Canada de Lytton, l'année passée, en juin, il y a plus ou moins un an, qui a eu des températures au-delà de 50 degrés alors qu'elle est à la latitude de Bruxelles. Il était inimaginable avant que ça arrive qu'on puisse arriver à de tels niveaux. Donc on a des chiffres qui sortent des statistiques d'une manière quasiment imprévisible. Et ça, c'est pour moi la grosse... ce qu'on a appris ces dernières années, c'est qu'on découvre des phénomènes qui n'étaient même pas envisagés tellement ils sont extrêmes. Mmh. On entend souvent que le réchauffement climatique provoque justement ces phénomènes climatiques extrêmes. À partir de quand estime-t-on qu'on est dans l'extrême justement ? Est-ce que c'est le type d'événement ? Est-ce que c'est dans l'intensité, dans la fréquence ? Voilà, ça c'est une très bonne remarque parce qu'on a vite tendance à utiliser le mot extrême pour tout et un peu à le galvauder. Quand on parle d'extrême, on doit bien savoir si on parle d'intensité, c'est-à-dire de la magnitude avec laquelle on dépasse un seuil. Est-ce qu'on parle de fréquence, de la répétition de ces extrêmes ? Est-ce qu'on parle de la durée ? Parce qu'une vague de chaleur peut durer plus que 5 jours, elle peut s'étendre pendant 20 jours ou 5 jours, ça ne va pas avoir les mêmes effets sur les organismes et sur la végétation, par exemple. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est qu'il y a des phénomènes, on va dire, assez simples dans le sens où ils sont liés à une seule variable, la température. Typiquement, une vague de chaleur, c'est la température, premièrement. Mais on a des phénomènes qui sont composés, dans lesquels on a plusieurs variables qui vont interagir et qui vont causer, comme c'est le cas pour les feux, par exemple, qui vont causer des dommages à des villes ou à des personnes. Pour avoir, entre guillemets, un feu qui fait des ravages, il faut avoir un gros déficit de précipitations dans les mois qui précèdent l'événement. Il faut du vent pour alimenter aussi le feu. Il faut des températures qui sont très élevées. Et évidemment, il faut une allumette au début pour lancer le feu. Mais ça illustre bien qu'il y a des phénomènes qui sont plus complexes que d'autres. Et il y en a certains pour lesquels on a une bonne confiance dans l'attribution du changement climatique à cet événement, notamment les vagues de chaleur. Il y a d'autres événements extrêmes, comme par exemple les tempêtes, comme les orages, pour lesquels on n'a même pas d'idée sur les tendances sur les dernières années. Donc on ne sait pas dire si on en a eu plus ou si on en a eu moins, et on ne saura pas dire non plus si d'ici la fin du siècle, on va aller vers plus d'orages ou plus de tempêtes ou moins. Parce que un caractère plus imprévisible, alors. Ce sont des phénomènes très dynamiques, à très petite échelle, qui sont gouvernés par un tas de processus. Pour le cas des tempêtes, c'est au moins 7-8 processus qui interagissent entre eux. Pour 4 des processus, on voit plus ou moins vers quoi on va dans un monde plus chaud. Pour les 4 autres, on ne sait pas. Et comme tout ça doit se mettre ensemble pour produire une bonne tempête, on ne sait pas dire avec certitude si on en aura plus ou moins. Qu'est-ce qu'on classe dans ces phénomènes extrêmes, climatiques extrêmes ? Parce que vous avez mentionné les tempêtes, les vagues de chaleur, les tornades, j'imagine que ça rentre dans ces choses-là aussi. Est-ce qu'il y a d'autres types d'événements climatiques qui rentrent dans cette catégorie ? Il y a les ouragans, il y a les feux, et puis il y a tous les événements
extrêmes au sens statistique dont on parle un peu moins, mais qui ont quand même énormément d'impact. On pense par exemple à l'élévation du niveau de la mer, qui chaque année bat un record. On n'en parle pas parce que c'est devenu quasiment une habitude, mais le niveau de la mer s'élève environ 3 mm par an, ça paraît pas grand-chose, mais chaque année on bat un record, et ces 3 mm par an supplémentaires viennent augmenter le risque d'inondation, le risque de déplacement de population également. Donc ça, c'est un autre type d'extrême. Il y a le pH des océans, donc l'acidité des océans qui ne fait que diminuer, l'acidité augmente, qui met en péril un tas d'organismes qui vivent et qui ont besoin d'un exosquelette ou d'un squelette pour se développer, pour croître, et qui sont littéralement mangés par l'acidité et qui peuvent plus se développer comme avant. Voilà, il y a des phénomènes extrêmes liés à la précipitation dont on parle beaucoup. On a souvent du mal à comprendre comment est-ce que dans un monde plus chaud, on peut avoir en même temps des extrêmes de température et de précipitation, mais en fait, ils sont tous les deux compatibles avec une augmentation moyenne de température, parce que de l'air plus chaud peut avoir juste simplement plus de vapeur d'eau et donc précipiter davantage d'eau sur le sol. Donc voilà, plusieurs exemples. J'allais vous demander, ma question suivante, c'était est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on observe, ce sont déjà des phénomènes extrêmes, mais donc j'ai l'impression de comprendre que oui, on est déjà en plein dedans. On est clairement dans des extrêmes. Alors il y a une chose à garder en tête, c'est qu'on les observe beaucoup mieux qu'avant, puisqu'on a une vision beaucoup plus globale grâce notamment aux satellites que ce qu'on avait il y a 100 ans. Évidemment, il y a 100 ans, quand un ouragan passait sur une zone inhabitée des États-Unis, on ne le répertoriait pas, et donc on avait moins de monitoring quelque part de ces événements. Mais malgré ça, quand on prend en compte le biais lié à l'observation accrue de ces événements, on a quand même une augmentation pour ceux pour lesquels on est sûr d'avoir ces changements-là. Donc voilà, ça c'est un peu la leçon à tirer, c'est qu'on les observe mieux, mais il y en a plus aussi. Oui. Est-ce qu'en limitant nos émissions de gaz à effet de serre, en maintenant le réchauffement climatique sous ce seuil de 1,5 degré, on peut encore endiguer ces phénomènes, étant donné cette mécanique d'emballement ou de domino, de poupée russe qui est déjà en marche? Oui. La réponse est oui, donc ça c'est une bonne nouvelle. Par contre, ça va pas être facile. Pour commencer à faire baisser les températures, il faut que nos émissions nettes descendent sous zéro. C'est-à-dire qu'on ne doit pas stabiliser nos émissions, on doit les faire venir à zéro. Donc le système doit absorber autant de faire marche gaz à effet de serre que ce qu'on en émet. On n'est pas du tout là. C'est l'objectif évidemment notamment du Green Deal à l'horizon 2050. Et on sait qu'à partir du moment où la température moyenne globale commence à baisser, il y a des choses qui vont continuer à se développer, par exemple l'augmentation du niveau de la mer, parce que tout ça est lié à la fonte des calottes en partie et des glaciers aussi, ou à l'expansion thermique qui met un peu de temps à s'atténuer si on arrête les émissions de gaz à effet de serre. Mais les températures moyennes globales, par contre, elles vont diminuer dès lors qu'on a ces émissions négatives. Donc on a la clé en main. Évidemment, ça demande beaucoup de volonté politique notamment, mais la solution est là, oui. Est-ce que vous pensez que revoir nos façons de construire, parce que finalement, ces phénomènes climatiques extrêmes, ils affectent beaucoup notre habitat, on voit des tornades, des maisons aux toits arrachés, des inondations, c'est aussi le logement qui va prendre en premier. Est-ce que vous pensez que nos façons de construire, de penser nos logements, les endroits aussi choisis par rapport aux rivières, au littoral, aux forêts, tout cela va devoir, selon vous, entrer en compte dans nos manières d'envisager l'habitat à l'avenir, au vu de ce qui nous attend et ce qui nous arrive déjà ? Oui, on va devoir repenser non seulement la manière de construire, mais aussi la manière de où construire et la manière de récupérer un maximum l'eau, par exemple. Pour donner un exemple très simple, on sait qu'on va avoir des étés qui vont être soit très pluvieux comme on a eu en 2021, soit très secs. Alors ça n'exclut pas qu'on ait des étés aussi normaux de temps en temps, mais on sait qu'on va avoir une variabilité qui risque d'aller en augmentant. Et donc il y a un intérêt à faire des réserves d'eau tant qu'on peut chez soi, par exemple en mettant une citerne. Et tout le monde n'a pas chez soi une citerne, mais les nouvelles constructions devraient en tout cas anticiper ce genre de phénomène pour lisser les fluctuations naturelles, les fluctuations liées au changement climatique. Donc voilà un exemple de choses qu'on peut faire. Eh bien, on y pensera. Merci beaucoup, François Massonnet, d'être passé dans notre studio ce soir. Vous êtes climatologue à l'UCLouvain. On le rappelle, la suite du programme dans Déclic, c'est un point sur les routes. Un peu de musique également avec la Belge Alice on the Roof. Et c'est Caroline Désir, ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles, qui viendra nous parler de son livre d'été. La première. Déclic. Le bruit de 10 000 fiestas, typique de cet été.
Car en juillet et en août, en plus du jackpot, il y aura plus de 10 000 gagnants garantis de 500 €. Loto, parce que c'est possible. Bruxelles, une ville... A, où il fait bon vivre, ou B, où il fait bon habiter? Passons plan B, avec un bancassureur qui se bouge pour votre projet immobilier. KBC Brussels, moving forward together. Des vacances au top, c'est tout bénef avec Kruidvat. Cette semaine, Ambre Solaire, 2e à moitié prix et Kneipp, 1 + 1 gratuit. Retrouvez toutes les promos sur kruidvat.be/dépliant. Kruidvat, toujours surprenant et avantageux. Chez Luminus, nous sommes comme vous. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Mais pour votre énergie, nous pouvons vous offrir une certitude. Des prix fixes qui ne fluctuent pas avec l'actualité. Vous pouvez ainsi éviter les mauvaises surprises sur votre facture. Découvrez nos prix fixes sur luminus.be. Luminus, ensemble, faisons la différence. La première présente, En lutte, histoire d'émancipation. Une exposition permanente à la Cité Miroir à Liège. Guidée par les images, le son, la voix et les lumières, plongée au cœur des combats pour une société plus juste et plus solidaire. Un voyage dans le temps proposé par le CAL, province de Liège. Plus d'infos, citémiroir.be, avec le soutien du journal Le Soir. La première présente, vous y avez pensé. S'installer à la campagne, revenir à l'essentiel, faire pousser vos courgettes. Alice et Romain l'ont fait. Mais au final, qui sera le plus fort? L'idéal ou le confort? Les envies sauvages de Céline Scoyer. Une comédie les pieds dans l'herbe pour vous reconnecter avec la nature. Programme complet sur ilestempsdenrire.be. Avec la Libre. Le point sur les routes, Guillaume Kiromans, c'est avec vous. Et pour l'instant, c'est plutôt calme comme situation. On n'a pas de gros bouchons en cours. On a peut-être une zone un peu plus compliquée sur le ring de Bruxelles. Si vous quittez maintenant Bruxelles et que vous traversez la zone de Groenendaal, 25 minutes depuis Wezenbeek. Et puis accident aussi à Ternat, mais c'est vers Bruxelles, donc c'est pas en direction de la côte. On a depuis Alost environ 30 minutes sur 10 km, donc ça circule assez lentement. Dans l'autre sens, depuis Grand Bigard, on a juste un trafic ralenti direction la côte. Votre voiture a pris des vacances. Sur la route des vacances, Etias est là pour vous. Et avant de retrouver Caroline Désir et son livre d'été, voici Alice on the Roof. My chest is getting tight. I've got nothing to hide. I take it all on board. I've got to crack the code. Everything coincides. Heavy are these skies. I wanna make a vow to make this right somehow. It's killing you inside, fighting against the tide. I'm sinking like a stone. Easy come, easy go. I gave you all I had. A fool could tell you that. Been hiding out below. Easy come, easy go. Footprints in the snow. I follow where you go. In my mind I've made a plan. In my mind I understand. Take me back to the start. To mend the broken heart. To see what I've become. To right the wrongs I've done. It's killing you inside. Fighting against the tide. I'm sinking like a stone. Easy come, easy go. Easy Come, Easy Go, c'était Alice on the Roof sur la première pour vous accompagner, 18h50. Le petit plaisir de fin d'émission, s'imaginer doigt de pied en éventail, un bon livre à la main, c'est ce qu'on vous propose chaque soir dans Déclic. Une personnalité vient nous parler de son livre du moment, du livre en tout cas qu'il ou elle a envie de partager avec vous. Et ce soir, c'est Caroline Désir que l'on reçoit. Caroline Désir, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il fallait évidemment que l'on puisse vous entendre en cette première semaine de vacances scolaires. Dans cette séquence où on demande à chaque fois à une personnalité de nous parler d'un livre qu'elle a particulièrement apprécié. Alors vous avez choisi un livre pour nous. Quel est ce livre ? Alors j'ai choisi L'événement de Annie Ernaux.
C'est un livre que j'ai lu il y a maintenant 1 ou 2 mois. Je l'ai découvert un peu par hasard parce qu'il y avait une adaptation cinématographique du livre. J'en ai entendu parler et ça m'a donné envie de lire le livre. Et donc en fait, l'histoire c'est un récit autobiographique de Annie Ernaux qui raconte son avortement clandestin dans la France des années 60. Et je trouvais que c'était important de choisir ce livre maintenant parce que dans le contexte évidemment de la décision récente de la Cour suprême des États-Unis qui va malheureusement organiser une forte régression pour les droits des femmes américaines à disposer de leur corps, puisqu'on sait que sans doute la moitié des États des États-Unis risquent d'interdire l'avortement, ce qui risque aussi de faire courir des gros dangers en matière de santé des femmes. Alors il y a évidemment un énorme enjeu effectivement dans l'actualité à ce sujet-là. La manière dont Annie Ernaux raconte cet avortement, ça vous a touché? Expliquez-nous un peu comment elle en parle et comment ça se passe pour elle. En fait, ce qui m'a aussi touchée, c'est qu'il y a une dimension sociale dans ce livre. Donc Annie Ernaux essaye d'échapper à sa condition, à la condition de ses parents. C'est une fille qui réussit brillamment ses études et tout ça. Et donc elle entame des études universitaires et puis elle est aussi à un âge où elle a envie de séduire les garçons et elle tombe enceinte alors qu'elle est étudiante et pour elle il n'est pas question de garder cet enfant parce que ça va à l'encontre de son projet d'émancipation sociale, quoi. Elle veut vraiment s'en sortir, etc. Et elle se retrouve absolument toute seule face à ça, quoi. Donc elle n'en parle pas à ses parents, elle n'en parle pas à ses amis, etc. Et elle se retrouve évidemment face à des médecins qui refusent de pratiquer l'avortement, qui est une pratique illégale et qui risquent évidemment eux-mêmes des sanctions pénales. Et donc elle se retrouve absolument toute seule et devoir trouver l'adresse d'une faiseuse d'ange, etc. Avec tous les risques en matière de santé que ça recouvrait, quoi. Et donc on voit vraiment le parcours du combattant d'une jeune femme complètement livrée à elle-même. Et voilà, ça c'était la réalité des femmes il y a 60 ans, quoi. Et donc aujourd'hui, ça fait fort écho à ce que certaines femmes dans le monde continuent à vivre et risquent de revivre en fait. C'est pas un livre tout récent, hein. Comment ça se fait qu'il y a 1 ou 2 mois, il vous est tombé entre les mains? Mais donc justement parce que j'avais entendu parler de l'adaptation cinématographique. D'ailleurs, le film que j'ai regardé aussi est très chouette et très proche du roman. C'est ça qui m'a amené au roman. J'avais lu d'autres livres d'Annie Ernaux aussi, mais celui-là m'avait échappé. Et, voilà. Et l'adaptation cinématographique est réussie par rapport au livre. Oui, vous qui avez lu les deux, c'est pas toujours évident ce passage-là de la littérature au cinéma. Mais j'aime bien en fait lire le livre et puis voir le film. C'est ce que j'ai fait ici. Je trouvais qu'effectivement l'adaptation est très fidèle en fait au roman et je trouve que c'était important. Annie Ernaux la commande d'ailleurs dans différentes interviews. C'est un livre c'est vrai que c'est pas tout récent. Je crois qu'il date de 2000, mais elle a pris du temps à l'écrire aussi, quoi. Plus de 35 ans pour raconter son histoire. C'est pas banal et voilà. Je trouve que ça vaut la peine pour toutes les femmes, mais aussi pour tous les hommes de lire ça pour voir peut-être ce qu'était la réalité. Moi, j'ai souvent eu tendance à dire que au départ, quand j'étais jeune, les combats féministes me paraissaient un peu être les combats de nos mères ou de nos grands-mères, et on voit à quel point la réalité nous ramène à l'importance de se mobiliser à chaque instant pour préserver ces droits qui ont été acquis difficilement. Un événement de Annie Ernaux, donc c'est le livre que vous avez choisi. Alors une dernière question, Caroline Désir, votre rapport à la lecture, quel genre de lectrice êtes-vous? On a ceux qui lisent beaucoup lorsqu'ils ont un peu de temps, ceux qui lisent toute la nuit jusqu'au petit matin quand ils sont pris dans un livre. Quel genre de lectrice êtes-vous? Alors, évidemment, je lis beaucoup pendant l'été. Je rattrape un peu le temps perdu de l'année. Et là, je dévore vraiment les livres en vacances. Mais je lis aussi toute l'année. En fait, j'ai toujours une pile de livres à côté de mon lit. Et j'ai toujours un livre en cours. Et alors, je me fais conseiller par des amis, par ma sœur, ma maman, qui sont aussi des lectrices. Et donc, on échange nos bons plans lecture régulièrement. Vous êtes plutôt sur les nouveautés ou bien vous allez explorer toutes sortes de choses? Alors ça dépend complètement. Moi, j'ai des goûts très éclectiques en matière de lecture, et donc je lis évidemment les nouveautés parce qu'elles attirent l'œil dans les librairies, mais parfois j'aime bien aussi lire des classiques qui m'ont échappé jusque-là. J'ai lu récemment Notre-Dame de Paris, L'Est d'Éden. Enfin donc voilà, j'essaie d'alterner en fait. J'aime aussi ça.
Merci beaucoup, en tout cas, Caroline Désir, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir partagé vos plaisirs lecture avec nous. Donc, on rappelle le titre, Un événement de Annie Ernaux. C'est paru aux éditions. Il est disponible en poche, j'imagine. Oui. Très bien. Eh ben, comme ça, on pourra le trouver à bas prix en plus. Merci beaucoup à vous et bonnes vacances, du coup. Merci beaucoup. Au revoir. Déclic. C'est la fin de cette émission, la fin de cette semaine aussi. Je suis ravie d'avoir été à vos côtés tous les soirs. Merci à Pauline Rivière, à Nathan Delporte. Merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve lundi dès 6h du matin, on change d'horaire, dans Matin Première. À très bientôt. La première. Météo. Bonsoir. Le ciel se dégage la nuit prochaine et en fin de nuit, des nuages bas arriveront le long de la frontière néerlandaise. Donc il y aura dans la région anversoise par exemple un petit peu de brume. Les températures de 10 à 13 degrés, elles seront assez homogènes. Et puis demain, la journée va commencer sous le soleil. Et puis progressivement, des nuages seront de plus en plus présents sur une large moitié est du pays. On inclut Bruxelles avec des passages nuageux, des éclaircies, mais aussi quelques ondées très éparses. Ce sera véritablement marginal. Alors que le soleil sera très généreux depuis la province de Hainaut jusqu'à la côte où on prévoit 19 degrés au stand, jusqu'à 23 degrés sur le centre. Ce sera 24 pour Liège, Namur ou encore Charleroi. Ensuite, dimanche, le ciel sera sombre par moments, surtout sur le centre du pays. Le soleil restera présent au littoral ainsi qu'au sud de la province de Luxembourg. Pas plus de 21 degrés sur les thermomètres du centre. Et puis lundi, beaucoup plus de soleil, de la chaleur aussi, 26 degrés à l'ombre à Bruxelles. Et puis forte chaleur pour mardi avec 29 degrés prévus sur le centre, 28 degrés dans la cité ardente et 25 degrés en bord de mer. 18h57, dans quelques secondes, c'est votre journal de 19h qui arrive et juste après, vous retrouverez Alexandra Vassen avec une émission tout en musique, Sacré Français, le remix, juste pour vous. Pour rester zen en voiture, vous avez la musique ou encore une voix douce. Mais cela ne vous rendra pas aussi zen que BMW Road Assist 24/7. Votre assistance de dépannage valable dans toute l'Europe et gratuite à vie si vous confiez l'entretien de votre BMW, Mini ou Moto BMW à un partenaire de service agréé. Restez zen avec BMW Road Assist 24/7. Infos et conditions sur roadassist247.be. Jusqu'à ce samedi chez Aldi, les 125 grammes de framboises sont à un prix Aldeal. En confiture ou bien nature, à ce prix, on craque pour les framboises. Aldi, le choix malin. La première présente le Royal Festival de Spa. 12 jours explosifs au cœur de la ville. Théâtre, musique, cirque, magie, stand-up. Alors, envie d'une royale échappée? En famille, entre amis, on vous attend. Du 10 au 21 août. Info et tickets, royalfestival.be. Avec le soir et Védia. La Monnaie présente Pikovaya Dama de Tchaïkovski. Jeu de cartes, passion et menace du destin s'entremêlent dans une musique d'une rare intensité, dirigée par Nathalie Stutzmann et une mise en scène de David Marton. À partir du 11 septembre, tickets sur lamonnaie.be avec le soutien de La Première. La Première présente Place aux artistes. Cet été, cap sur Liège. La ville de Liège et la province de Liège vous proposent de découvrir chaque samedi une multitude de propositions artistiques en plein air. Des représentations gratuites de musique, théâtre, danse, artistes de cirque, plasticiens, poètes, partout dans la ville. Info www.visiterliège.be. La Première. L'esprit clair. Il est 19h. Bonsoir à toutes et tous. Le nombre de personnes victimes d'un licenciement collectif est en baisse en Belgique. C'est ce qui ressort des chiffres du SPF Emploi sur les 6 premiers mois de cette année. 26 entreprises ont licencié environ 1600 personnes ces derniers mois contre 55 annonces de licenciement collectif les premiers mois de 2021. Cela concernait plus de 4000 travailleurs.
Ce démantèlement d'un réseau de trafiquants d'êtres humains, 9 suspects ont été arrêtés, 7 maisons et 2 locaux perquisitionnés. Une opération de police menée par 5 pays dont la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie. Les victimes d'origine vietnamienne le plus souvent étaient emmenées à travers ces 5 pays. Elles y restaient enfermées dans des abris, parfois pendant plusieurs mois, pour finalement rejoindre la France et le Royaume-Uni. Les suspects seront jugés en Tchéquie selon Europol et Eurojust. À Molenbeek, en région bruxelloise, un suspect a été interpellé et placé sous mandat d'arrêt dans le cadre de l'enquête pour assassinat ouverte hier. L'ancien avocat Jan Willem Peters a été retrouvé mort dans son véhicule mercredi matin. Selon le média flamand Bruges, la victime avait déménagé dans la commune en secret après avoir été la cible de destruction de biens, d'harcèlement et de menaces de mort signalées à la police. En France, l'incendie dans les Cévennes a ravagé 650 hectares de forêt depuis jeudi dans le nord du département du Gard. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé, mais les pompiers estiment progresser malgré un contexte à haut risque et 7 autres départs de feu à gérer dans le département. La réunion des pays du G20 à Bali en Indonésie était le théâtre de tensions entre occidentaux et diplomates russes. La chef de la diplomatie française, Catherine Colonna, estime que la Russie était isolée. Selon elle, aucun pays n'a apporté son soutien à l'offensive russe. L'Allemagne a par ailleurs dénoncé une nouvelle fois publiquement la guerre en Ukraine. Les diplomates de Moscou, en revanche, ont évoqué une tentative échouée d'isoler la Russie. Et puis en tennis, le Novak Djokovic accède à la finale de Wimbledon en simple. Le premier joueur mondial a vaincu le Britannique Cameron Norrie en 4-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4. Il rejoint l'Australien Nick Kyrgios qui accède à la dernière étape du tournoi grâce au forfait de Rafael Nadal blessé à la poitrine. Retrouvez toute l'info sur rtbf.be.